Bonsoir à tous, bienvenue dans ce 17e épisode de Zone Grise, l'émission qui retrace l'actualité internationale. Et aujourd'hui, on se retrouve avec Tristan. Comme d'habitude. Toujours Bonjour. Tristan, fidèle au poste, comment ça va Tristan? Très très bien. Et le duo Kimia Jao, comment ça va? Ça va très Ça bien va, toi? super. Ça va super tranquillement. On va passer directement au bref avec une actualité internationale encore une fois très riche. L'Iran fait jouer ses relations. Le chef de la diplomatie iranienne Abbas Arachi s'est rendu à Saint-Pétersbourg ce lundi afin d'opérer un rapprochement avec son allié historique russe. Les deux pays souhaitent créer un front uni qui s'affranchirait définitivement de l'influence occidentale. Cette visite s'inscrit dans un contexte d'échange avec de nombreuses puissances comme le Pakistan, principal médiateur du conflit face à Israël et les États-Unis. La politique de communication établie par les forces iraniennes se heurte à Donald Trump qui a annulé le déplacement de sa délégation au Pakistan samedi. Le président américain semble peu prompt à poursuivre les négociations directes avec l'Iran. Comment tu analyses ce rapprochement entre l'Iran et la Russie, Kimia, même si on savait que Iraniens et Russes étaient plutôt proches? Comment tu juges cette coalition contre l'Occident finalement? Est-ce que toi tu le perçois comme ça? Oui, déjà c'est pas choquant comme tu l'as dit, et en plus je dirais même que c'est assez dangereux là. Franchement, c'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. Oui, il y a aussi Donald Trump qui est assez imprévisible aussi dans plein de domaines, sur plein de sujets, mais coalition Iran-Russie, voire Chine aussi, parce qu'on sait jamais, ça peut être très très dangereux. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Oui, c'est sûr que ça commence à être dangereux, mais ça fait... Oui, Oui, pour ajouter un truc, c'est vrai que c'est pas du tout étonnant vu comment la situation avec les États-Unis avance. Enfin, n'avance pas en fait, elle reste. Il faut forcément que l'Iran trouve une solution à ça, et donc se tourner vers la Russie, ça semble être le choix le plus normal pour eux en fait. Et c'est même pas dangereux que pour les États-Unis ou même la région, c'est vraiment pour l'Europe aussi, hein, parce que la République islamique, elle a beaucoup aussi de problèmes contre l'Occident, surtout l'Europe. Elle dénonce plein de choses, dénonce à sa manière. Voilà. Donc, ouais. Donc on peut parler de rapprochement stratégique en tout cas entre ces deux grosses puissances. On parle maintenant des États-Unis. L'homme qui a visé Donald Trump samedi dernier en marge d'un dîner de gala à Washington a été entendu par la police américaine ce lundi. Cole Allen, 31 ans, ne s'est pas montré très coopératif. Selon les dernières informations du ministère de la Justice, le trentenaire a été inculpé pour usage d'une arme à feu lors d'un crime violent et agression d'un agent fédéral à l'aide d'une arme dangereuse. L'assaillant avait pour objectif clair d'assassiner Donald Trump et des membres de son équipe. Le président américain avait déjà été la cible d'une tentative de meurtre en juillet 2024. Cet événement a provoqué de vives réactions au sein de la communauté internationale. Ursula von der Leyen et Emmanuel Macron ont condamné cette tentative d'assassinat en insistant sur l'importance de la démocratie. Jao, deuxième tentative d'assassinat pour Donald Trump. La dernière, c'était en juillet 2024. Est-ce qu'on peut déplorer une montée de la violence politique aux États-Unis? Il y avait également eu le meurtre de Charlie Kirk, ce militant républicain. Comment est-ce que tu analyses cette montée de la violence politique? Ah oui, c'est sûr que depuis que Donald Trump effectue son deuxième mandat, on a cette montée-là, effectivement, de plus en plus de tentatives d'assassinat envers des présidents. J'ai l'impression que ça a été créé par une sorte de polarisation. Il y a beaucoup de plus en plus de citoyens américains qui se mobilisent à l'encontre du président ou en faveur, mais pas vraiment de nuance en fait. Donc forcément la violence va augmenter à ce niveau-là, même si cette attaque fait moins de bruit que la précédente en 2024. Par exemple, aujourd'hui, le roi Charles III d'Angleterre est venu quand même aux États-Unis pour célébrer les 250 ans de l'indépendance. Donc l'événement a quand même eu lieu, Donald Trump l'a accueilli, etc. Donc il n'y a pas vraiment de... j'imagine que de la sécurité en plus a été mise en place forcément. Elle est moins choquante pour ça. Ouais, c'est ça, c'est moins choquant. Il n'y a pas eu vraiment l'action, le tir ou quoi que ce soit. Donc je pense qu'on en parle moins, mais c'est sûr que c'est révélateur d'une certaine violence depuis. Mais je pense que c'est depuis le début du mandat, même le début de sa campagne en fait. C'est marqué par on veut être un côté puissant et on veut s'opposer à l'autre côté. Donc forcément on va montrer qu'on est là et donc les autres vont montrer qu'ils sont là aussi. Et peut-être que les médias américains ont accordé davantage d'importance à ce qui se passe en Iran. Aussi ça a pu être un peu éclipsé, mais on parle quand même de la tentative d'assassinat du président de la première puissance mondiale, donc c'est sûr que c'est un événement qui a énormément marqué. Cap sur l'Amérique du Sud désormais, un sommet international est actuellement en cours en Colombie sur la question des énergies fossiles. Il s'agit de la première réunion totalement consacrée au pétrole, au gaz et au charbon, co-organisée par la Colombie et les Pays-Bas. Ce sommet réunit 55 pays, dont la France, jusqu'au 29 avril prochain, et le but est d'entreprendre des démarches afin de se priver définitivement des
des énergies fossiles à terme. Ce sommet se tient sans les pays les plus concernés par la question, puisque la Chine et les États-Unis, les deux plus gros émetteurs mondiaux, ne participent pas à la conférence. Reste désormais à savoir si les objectifs fixés seront atteints sur le long terme. Tristan, tu voulais, toi, l'expert de l'Amérique du Sud, tu voulais nous apporter un éclaircissement sur la politique intérieure de la Colombie au-delà de ce qu'ils peuvent faire pour le climat. Bon, déjà, tout d'abord, je pense qu'on peut se questionner sur l'utilité en réalité de la conférence, parce que comme tu l'as dit, les deux principaux concernés ne sont pas là. Après, outre la conférence, la chose qui est intéressante, c'est surtout que cette conférence, elle se situe dans un moment historique de la Colombie où on est dans une situation de course à la présidentielle, car la présidentielle, le premier tour se tiendra là en mai. En mai prochain, même au-delà de ça, c'est un contexte quand même, un climat un peu de violence également, faut pas oublier de le rappeler, parce que par exemple ce week-end il s'est passé dans le sud-ouest de la Colombie, proche des régions où se trouvent les forêts tropicales, etc., etc. Il y a eu une sorte de ce qu'on pourrait appeler un attentat. Il me semble à la voiture piégée. Il me semble, ça faudrait que je revérifie, mais qui a fait une petite dizaine de morts et qui a profondément, choqué une bonne partie des Colombiens. Donc ça se déroule dans un contexte politique qui est assez compliqué en Colombie. Il y a également le spectre des violences politiques, parce que malheureusement, dans son histoire, la Colombie est un expert en ça. Il y a eu énormément de sénateurs ou d'hommes politiques qui ont été assassinés. Donc c'est un contexte politique assez particulier, perturbant plutôt. Oui, on essaie peut-être de faire oublier ce qui peut se passer à l'intérieur même du pays. Peut-être, en ça entreprenant peut l'être également, tout à fait. En entreprenant ce genre de démarche. Et il n'y a pas, à ma connaissance, beaucoup de pays d'Amérique du Sud qui se sont emparés de la question du climat. Vous m'arrêtez si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas Justement, eu... on va en parler un peu. Voilà, il n'y a pas eu beaucoup de pays... tu utilises ta chronique, mais j'ai pas eu l'impression qu'il y ait eu beaucoup de pays qui se soient posés en étendard de la lutte climatique. Peut-être que je me trompe, j'avoue, je sais pas, mais... On en parlera après. En Afrique, la situation politique du Mali inquiète. Samedi dernier, les djihadistes du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, le JNIM, affilié à Al-Qaïda, ont mené une vaste vague d'attaques aux alentours de la capitale du pays, Bamako. Le groupe a aussi visé plusieurs villes stratégiques du pays en coalition avec la rébellion Touareg. Cette alliance inquiète le pouvoir de la junte militaire malienne au pouvoir depuis 2020. Les assaillants sont parvenus à assassiner le ministre de la Défense du pays, Sadio Kamara. En plus de l'appel à la démission du gouvernement en place, le JNIM a porté une large série de revendications, dont le départ des mercenaires russes alliés à la junte militaire. Depuis son arrivée en 2020, ce lundi, les paramilitaires du groupe russe Afrika Korps ont annoncé leur départ du pays à la suite d'une décision prise par le gouvernement malien. On va rester en tout cas vigilant sur la suite de la situation au Mali dans les prochains jours et peut-être qu'on en reparlera dès la semaine prochaine si la situation s'enlise encore plus profondément dans la crise. On va maintenant passer à votre partie préférée, les chroniques. Et on va commencer par le temps long avec Tristan qui va nous parler de l'influence grandissante de la Chine en Amérique du Sud sur les dernières années. Effectivement. Donc, encore une fois de plus, j'évoque l'Amérique du Sud, mais également les Caraïbes cette fois-ci, mais sous le prisme de l'influence chinoise sur le continent, car depuis 20 ans à peu près, la présence chinoise n'a fait qu'augmenter, notamment, on va dire, par des investissements, par des visites diplomatiques, également par la construction d'infrastructures par exemple. Donc le but de cette chronique, c'est surtout d'expliquer les 3 raisons principales de cette influence chinoise, appuyées par quelques petites dates pour expliquer le temps long, entre guillemets. Même si je ne vais pas revenir je vais pas revenir énormément trop dans le passé, la première date ça sera 1997, donc c'est pas très tard non plus. Mais c'est parce que cette présence chinoise, elle n'est là que depuis une vingtaine d'années. Ou une trentaine d'années. Donc la première raison, c'est surtout que la Chine, pour sa survie économique, elle a besoin de matières premières, et du coup, être en Amérique du Sud, c'est une opportunité pour avoir ces matières premières. Notamment par exemple pour le lithium, en ce qui concerne ces batteries. Par exemple du cuivre pour les énergies renouvelables ou du soja pour nourrir sa population. Et énormément de ces réserves mondiales de soja, de cuivre, de lithium se trouvent en Amérique du Sud. Donc c'est une opportunité pour les Chinois d'être sur place, d'être sur le territoire. Notamment il y a énormément de réserves de cuivre au Chili, énormément de réserves de lithium en Argentine, au Pérou, encore en Bolivie, ce qui explique la présence chinoise. La deuxième raison de la présence chinoise en Amérique du Sud, c'est globalement tout ce qui est lié à Taïwan. Et là, on est surtout sur un volet plutôt diplomatique, c'est-à-dire que, vous allez le comprendre, petit à petit, au fur et à mesure des années, il y a énormément de pays d'Amérique du Sud
ou des Caraïbes ou d'Amérique centrale qui ont rompu leurs liens diplomatiques avec Taïwan pour reconnaître officiellement Pékin. Donc, pour reconnaître officiellement la Chine au lieu de Taïwan. Notamment pour des petites dates, on sait que en 2015, par exemple, la Chine, elle était déjà le troisième pays destinataire des exportations dominicaines, donc de la République dominicaine. Le deuxième pays également fournisseur pour ces importations. Donc il y avait une très grosse, un très gros lien entre la Chine et la République dominicaine sur le terrain économique, même si à ce moment-là, la République dominicaine reconnaissait toujours Taïwan. On peut expliquer ça par le fait que un pays peut avoir des liens économiques avec un autre pays, mais pour autant pas forcément des liens diplomatiques. Parce que des liens diplomatiques, ça va être la présence de rendez-vous entre certaines personnes issues des délégations respectives, ça va être des ambassades dans les pays, dans chaque pays, etc., etc. Et de l'autre côté, des liens économiques, c'est simplement du business, en réalité. Tu as besoin de ça, j'ai besoin de ça, on a des partenariats économiques, tout simplement. Mais par exemple, je peux également donner une autre date, mais 3 ans après, en 2018, la République dominicaine, elle ne reconnaît plus Taïwan. Donc là, par contre, il y a eu vraiment une avancée sur le plan diplomatique en faveur de la Chine. En 2023, un pays comme l'Honduras ne reconnaît plus Taïwan non plus, et reconnaît Pékin. Là, par exemple, on repart plus dans le temps. D'autres pays comme les Bahamas ont des relations avec la Chine depuis 1997. Et par exemple, le cas de la Dominique, c'est une petite île dans les Caraïbes, c'est intéressant. C'est depuis 2004 qu'elle entretient des relations avec la Chine. La conséquence directe, ça a été sa rupture des liens diplomatiques avec Taïwan. Donc petit à petit, la Chine prend pays par pays par pays par pays. C'est-à-dire que de plus en plus, il y a de moins en moins de pays qui reconnaissent Taïwan diplomatiquement, et la Chine en prend de plus en plus petit à petit. Mais pour expliquer par exemple cette relation entre la Chine et la Dominique, par exemple, une petite anecdote, le service de police en Dominique, il a reçu du matériel, des équipements qui ont été fournis grâce à l'aide de la Chine, et certains ont même reçu une formation linguistique en mandarin, pour expliquer le truc. Ah ouais. Mais par exemple, récemment, la Chine, elle finance en Dominique la création d'un nouvel hôpital, maintenant il est construit, mais c'était une grande avancée, et cet hôpital, il s'appelle Hôpital de l'Amitié Dominique-Chine. Donc voilà, pour vous donner un petit exemple, c'est une espèce de coopération. Cet hôpital, il se situe à Roseau, dans la capitale de la Dominique. Mais également, il y a même un aéroport. Il y a beaucoup d'investissements de la part des Chinois là-bas. Et pour finir, la dernière raison de la présence chinoise en Amérique du Sud et dans les Caraïbes, c'est la raison plus, on va dire, géopolitique. C'est pour contester la présence et l'influence des États-Unis sur le territoire de l'Amérique du Sud. Parce qu'on sait que depuis toujours, depuis de nombreux siècles, l'Amérique du Sud, c'est un peu un peu l'arrière-cour des États-Unis. Je ne vais pas refaire le XXe siècle, mais bon, là, par rapport aux guerres froides, etc., etc. Ainsi, on va dire que, en s'y installant économiquement et diplomatiquement, la Chine, elle se montre en véritable alternative face aux États-Unis. Et on peut dire que ressources, diplomatie et rapport de force, la présence chinoise en Amérique latine, en Amérique du Sud et dans les Caraïbes, elle n'a rien de hasard, c'est une stratégie méthodique et pour le moment, elle a l'air de fonctionner. Voilà. Merci Tristan pour ta chronique, c'est très intéressant. Et le premier point que j'aimerais souligner pour te poser une question là-dessus, c'est sur les États-Unis. Peut-être que pour certains pays d'Amérique du Sud, ça permet le fait de s'allier à la Chine, d'avoir un barrage contre les États-Unis. Donc c'est quelque chose qui les arrange finalement. Oui, ça peut l'être. T'as vu, oui. Ça peut l'être. Après, encore une fois, ça dépend. Il y a beaucoup de choses à évoquer et je dirais que par moment, tu peux avoir des relations un peu contradictoires. Tu vois, par exemple, je ne sais plus exactement, mais je sais que la République dominicaine avait eu certains liens, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois que c'était des liens économiques avec la Chine. Mais pourtant, dans les Caraïbes, c'est un des meilleurs alliés des États-Unis, notamment sur le plan contre le plan sécuritaire contre le narcotrafic, et parce que tu as une grosse diaspora dominicaine aux États-Unis. Mais par moment, tu vas avoir c'est pas parce que tu coopères avec moi sur une telle thématique que je peux pas coopérer avec l'autre. Donc ça dépend. Ça dépend.
Et ça, je dirais. ça frise le ridicule de temps en temps avec cet hôpital qui célèbre l'amitié entre. Ouais, c'est bon. Après, j'ai envie de te dire, j'ai l'impression que leur hôpital fonctionne, donc tant mieux. Mais après, c'est vrai que ça prête à sourire parce que c'est surtout le nom de l'hôpital qui choque un peu. Oui. Et vraiment, tu regardes la devanture de l'hôpital, t'as un drapeau de la Dominique, et à côté, t'as un drapeau de la Chine. Donc voilà, ça fait plutôt rire, quoi. Ouais, c'est exact. Mais ce qui est incroyable à souligner aussi, c'est le parallèle qu'on peut faire avec les pays africains qui ont suivi ce modèle aussi. Oui, de nombreux effectivement. pays africains ont été sous tutelle entre guillemets de la Chine pendant plusieurs années pour se développer, etc. On a l'impression que la Chine, depuis 1949 et leur nouvelle doctrine de en 100 ans devenir le plus grand pays du monde, enfin la première puissance mondiale, en fait, elle cible des pays qui sont en développement, que ce soit en Afrique ou maintenant donc en Amérique du Sud, pour essayer de créer des liens diplomatiques avec eux, pour ce que tu as dit, donc les matières premières, etc., et pouvoir se développer plus. Et on a l'impression que ça marche, puisque depuis 70 ans, maintenant, la Chine, elle est passée d'un pays, donc à la fin de la Première Guerre mondiale, la Chine, c'était pas grand-chose, à maintenant la deuxième, voire peut-être même déjà la première puissance mondiale. Donc, Mais surtout qu'en plus, ils sont hyper... Enfin, j'ai l'impression que ça passe un peu inaperçu sur les médias. Ils sont en réalité très discrets sur ces choses-là, à part certains articles qui essaient de montrer cela. Mais je veux dire, la Chine, on en parle beaucoup, mais j'ai l'impression qu'à la fois, on n'en parle pas tant que ça. Surtout en ce moment, on en parle un peu moins. Oui, voilà. Mais surtout qu'en réalité, quand on y réfléchit, on se rend compte que la Chine est peut-être la première ou deuxième plus grande puissance mondiale. Oui. Mais on n'en parle pas tant que ça, elle est moins mise sur le devant de la scène par rapport aux États-Unis. par rapport aux États-Unis. Mais je pense également que, bon, ça, on pourra en parler pendant des heures et des heures, mais tu as le côté culturel des États-Unis qui fait beaucoup. Oui. Il y a juste à voir Hollywood et tout. Bien sûr. Beaucoup de personnes, tu leur demandes entre vivre en Floride et vivre à Pékin, bon. Ouais, Je effectivement. pense que beaucoup plus de personnes vont dire la Floride, je pense. Hein, Oui, après, il y a une différence dans le système politique et dans la projection qu'on veut faire de notre pays au monde. Ouais. Je pense que les Américains veulent s'étendre sur le plan culturel Ouais. notamment, alors que la Chine est plus axée militaire. Ouais. C'est plus militaire, voilà, c'est plus stratégique et militaire. Mais en tout cas, c'est très intéressant, Tristan. Merci beaucoup. On passe maintenant à la chronique de Jao qui va nous parler de l'Uruguay en fun fact avec beaucoup d'éléments distillés sur le pays de Diego Forlán. Bah exactement, justement. Pour parler de Diego Forlán, l'Uruguay, j'imagine qu'on sait tous ce que c'est. C'est un pays d'Amérique du Sud qui est très connu notamment grâce au football, mais en fait on ne sait pas trop quoi d'autre. Enfin, je veux dire, pourquoi vous connaissez l'Uruguay plus que le Suriname ou plus Le foot. Voilà, le sport, le foot, mais parce que c'est un pays qui est très discret en réalité, hein, on est d'accord. Il y a une station balnéaire qui est pas mal. Oui, voilà, C'est c'est tout. moi. Ah, tu l'as connu, Moi, aussi plutôt ça, mais que le foot, mais C'est des ST ou un truc comme ça, je sais plus Bah, comment ça exactement, s'appelle. exactement. C'est celle avec des animaux un peu partout. Ouais, c'est Ok. exactement ça. Putain. Bon, donc l'Uruguay, c'est un pays qui est très très urbanisé. En fait, près de 95% de la population vit en ville. Et pourtant, c'est pas un petit pays. Hein. On parle d'un pays qui est un peu plus grand que la Tunisie, un peu plus petit que le Royaume-Uni. Donc c'est quand même un pays qui est assez grand. Le fait que 95% des gens vivent en ville, c'est assez fou. Surtout dans la capitale, à Montevideo, qui concentre la moitié des habitants. Donc c'est au sud du pays. C'est vraiment assez fou. Presque 4 millions d'habitants dans le pays pour une superficie de 175 000 km². Pardon. En comparaison, la Tunisie, c'est à peu près la même superficie. Et il y a entre 11 et 12 millions d'habitants. Hein. Donc c'est vraiment très vide en fait. Il y a une très faible densité. Dites-vous à certains points que dans certaines régions de l'Uruguay, on croise plus facilement des troupeaux de vaches que des villages. Mais c'est même pas une vanne. C'est vraiment, il y a rien quoi. T'as quelques villes un peu partout, mais c'est des villes très urbanisées quoi. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, le pays c'est aussi le football. Donc ça fait partie de son ADN. L'Uruguay c'est le pays qui a remporté la toute première Coupe du Monde de la FIFA en 1930. C'était organisé chez eux. Et une deuxième en 1950. Donc avec la célèbre victoire contre le Brésil qui s'appelle le Maracanazo. Voilà. L'Uruguay c'est donc le pays avec le moins d'habitants qui a déjà remporté une Coupe du Monde. Parmi les meilleurs joueurs du monde, on a Luis Suarez, Edinson Cavani, Diego Forlán et bien d'autres que je ne vais pas citer ici, mais la liste est longue. Mais avant chaque match de l'Uruguay, ce qui est fou, c'est qu'il faut être patient. Il faut être patient parce que l'hymne national du pays, c'est la plus longue du monde aussi. Ok. Les gars, 5 minutes d'hymne national à se taper avant chaque début du match. Oui. Évidemment, elle n'est pas jouée en intégralité à chaque fois. Faut aimer son pays. Mais, voilà, mais si elle était jouée en intégralité, c'était vraiment 5 minutes d'hymne national à chaque début de match. Ça fait beaucoup. Pour parler un peu de politique, l'Uruguay, c'est souvent classé parmi les démocraties les plus stables et les moins corrompues du monde. Ça peut paraître un
gros contraste quand on compare avec les voisins, que ce soit le Brésil, que ce soit l'Argentine, que ce soit la Colombie, que ce soit n'importe quel autre pays d'Amérique du Sud. On a toujours eu des petites crises de corruption par-ci par-là. L'Uruguay, pas vraiment. Et ça, notamment, c'est vraiment un contraste qu'on va retrouver à plusieurs moments, puisque l'ancien président du pays, je ne sais pas si vous avez déjà vu ce monsieur, il s'appelle José Mujica, et en fait, on a sûrement déjà vu un mème de ce gars. C'est un président qui est devenu célèbre pour avoir refusé de vivre au palais présidentiel. Donc il a été élu, alors c'était en quelle année ? Il a été élu en 1995 député, et ensuite il a accédé à la présidentielle, et il n'a jamais voulu vivre au palais présidentiel, il a toujours vécu dans sa petite ferme avec sa famille, et en fait il recevait les diplomates du monde entier dans sa ferme. Donc le soir, en rentrant de chez lui, il avait sa petite Volkswagen, c'était même pas une voiture de fonction non plus, et il rentrait chez lui et il recevait les diplomates du monde entier dans sa ferme. Donc c'est vraiment... C'était un président de gauche qui a fait évoluer très socialement le pays et qui était contre toute la société capitaliste et tout l'engendrement donc économique et écologique. Donc, comme on le disait tout à l'heure, c'est pour ça que l'Uruguay se porte pas forcément fièrement, puisque comme on l'a dit, c'est pas vraiment en avant. C'est un pays qui est très discret, mais qui écologiquement fait des choses assez remarquables. Puisque aujourd'hui plus de 90% de l'électricité uruguayenne elle provient de sources d'énergie renouvelables. 90%. Voilà. C'est énorme. C'est la quasi-totalité de l'énergie. Donc c'est assez fou. On a aussi l'Uruguay, c'est un des pays d'Amérique latine les plus laïques. Ça peut paraître faux aussi parce que l'Amérique latine c'est connu pour être très chrétien également. Et pourtant il y a une forte séparation de l'Église et de l'État. Notamment sous la présidence de José Batles et Ordóñez, donc c'était au début du XXe siècle. Noël est appelé jour de famille. C'est pas Noël, on le célèbre pas d'une manière religieuse. On se réunit quand même le 24 et le 25 décembre. On s'offre des cadeaux, on a un sapin, mais aucun signe religieux à la table. Donc c'est vraiment c'est très laïque. On fait la même fête que les autres, mais de manière très laïque. En fait, c'est vraiment, on a l'impression qu'on veut pas se montrer. C'est très discret, très humble, très voilà. Je trouve ça assez fou de ce pays-là. On a aussi évidemment quelques petites habitudes des habitants qui sont assez spéciales. Le maté, j'imagine que vous savez ce que c'est, oui. C'est très populaire en Argentine également. Même en voiture, les voitures sont faites avec un réservoir pour mettre le gobelet de maté, mais c'est pas un accessoire qu'on achète, c'est dans l'usine de fabrication des voitures, c'est introduit comme ça. Voilà. On a aussi donc la fameuse plage avec des otaries en liberté. Donc c'est très touristique, juste à côté de bateaux de pêche qui leur donnent de la nourriture tous les jours. On a aussi l'Uruguay, c'est aussi le premier pays à légaliser le cannabis totalement. Donc depuis on a le Canada, on a les Pays-Bas, etc. Mais le tout premier en 2013, c'était l'Uruguay. Et ils ont légalisé donc la production, la vente et la consommation de cannabis sous contrôle de l'État. Ça a permis de réguler un peu parce que l'Amérique latine, c'est toujours le même cliché, mais malheureusement c'est pas forcément faux. C'est beaucoup de cartels, un trafic de drogue qui est énorme, qui n'est pas contrôlé. Donc théoriquement les cartels peuvent mettre ce qu'ils veulent dans la drogue, etc. Là, le fait de le légaliser, ça a permis à l'État d'avoir un contrôle dessus et de faire en sorte que ce que les gens touchaient, c'était de la qualité plutôt saine, entre guillemets. Très intéressant. En tout cas, on a une dose de positif parce que c'est vrai que sur les brèves en général ou sur les chroniques, on n'a pas beaucoup de choses positives et l'Uruguay semble être un pays plutôt positif en Amérique latine où l'actualité n'est pas toujours... Mais tu les entends pas. Exactement. Tu les entends pas. On les entend pas. C'est un pays qu'on n'entend jamais dans l'actualité. Pourtant, on sait tous où c'est, on sait tous ce que c'est. C'est un pays qui est pas petit, mais on l'entend jamais dans l'actualité. Ça fait pas les gros titres. Il se passe pas grand chose de grave, donc on n'a pas envie d'en parler. C'est un des pays les plus heureux du monde aussi. Ça fait partie du top 20, je pense, des pays les plus heureux du monde, avec les pays scandinaves, etc. Pour un pays d'Amérique latine, en fait, il y a une carte tous les ans qui sort des pays les plus heureux avec un code couleur. L'Amérique latine, elle est en rouge. Le seul pays qui est en bleu, c'est l'Uruguay. Non, mais je te jure, c'est vraiment assez fou. En tout cas, c'était très intéressant. On en a plus appris sur l'Uruguay, plus que par rapport au foot. Ouais, de ouf. Il y a un point en plus, je sais pas si t'allais le souligner et tout, mais genre, c'est quand tu l'observes sur une carte. Moi, je trouve ça stylé, tu vois. Quand t'es à Montevideo, tu peux prendre je pense que ça doit être un bateau ou un ferry pour aller à Buenos Aires. Alors, un bateau qui relie deux grosses capitales. Juste un bateau, tu vois, je sais pas, je trouve ça stylé parce que c'est vraiment. Je crois qu'il y a une espèce de bras, pas un bras de terre, mais comment dire,
tu peux t'enfermer un Mais peu. je crois que ça s'appelle- il y a le dans Rio de la Plata l'analyse, aussi, non? comment ça s'appelle Je sais Oui, même bien plus sûr. comment ça s'appelle. s'appelle. Mais oui, c'est le fleuve. Qui relie les exactement. deux C'est pays. le fleuve principal du pays Oui, d'ailleurs. oui, il relie les deux, je crois. Mais l'Uruguay, en fait, même géographiquement, c'est un pays qui est assez fou parce que, donc, comme on a dit, c'est très urbain. Ça veut dire que tout le monde habite dans les villes, mais tout ce qui n'est pas urbain, c'est délaissé complètement. C'est des petits fermiers, etc. C'est pour ça agriculture, je sais pas comment on dit. Au niveau agricole. Pour l'agricole, exactement. Ok. C'est Au niveau un pays agricole. qui est assez développé, surtout le vin. Le vin en Uruguay, on ne pense pas forcément au vin uruguayen. Pourtant, en Amérique du Sud, après l'Argentine, c'est le deuxième pays le plus grand producteur de vin aussi. Ah, merci Jao. Boire du vin uruguayen, c'est l'objectif. Et on passe maintenant à la dernière chronique avec Kimia qui va nous emmener en Océanie avec la présentation, la découverte des îles Salomon. Oui, les îles Salomon qui forment un état insulaire dans l'océan Pacifique au sud-ouest. Donc elles sont composées de presque 1000 îles et sont situées à l'est de la Papouasie-Nouvelle-Guinée et au nord-est de l'Australie. La capitale, Honiara, se trouve sur l'île de Guadalcanal, la plus connue historiquement, j'en parlerai tout à l'heure. L'archipel est marqué par un relief montagneux, une végétation tropicale vraiment dense. Elle est entourée de récifs coralliens et il y a une forte activité sismique. Sur le plan humain et culturel, les îles Salomon comptent environ 700 000 habitants, majoritairement mélanésiens, donc de Mélanésie, avec une multitude de groupes ethniques et linguistiques. On y parle plusieurs dizaines de langues locales, ainsi que l'anglais et le pidgin, qui est utilisé comme langue commune. En fait, c'est un mélange d'anglais et de langues autochtones qui servaient à des échanges simples à l'époque coloniale. La société est fortement structurée autour de la famille, des communautés et des traditions. Et la culture est riche avec des danses, des chants, de l'artisanat et le savoir qui est lié autour de la pêche et la navigation. Ces îles ne sont pas si connues par les voyageurs parce qu'elles figurent parmi les destinations les plus préservées du Pacifique. Le tourisme reste encore discret, les infrastructures sont modestes, les villages sont traditionnels et la nature domine presque partout. Cette authenticité, quand même, elle attire certains voyageurs curieux qui souhaitent découvrir l'archipel épargné du tourisme de masse. Bien que relativement isolées, les îles occupent une position stratégique sur les routes maritimes reliant l'Asie, l'Australie et les Amériques, ce qui explique en partie leur importance historique et actuelle. Pour faire un tout petit point sur l'histoire justement, ces îles étaient colonisées par le Royaume-Uni à la fin du XIXe siècle. Elles deviennent indépendantes en 1978, mais leur histoire est surtout marquée par la bataille de Guadalcanal, du coup en 1942-1943, en pleine Deuxième Guerre mondiale. C'était un affrontement majeur entre les forces américaines et japonaises qui constituait un tournant vraiment majeur dans la guerre du Pacifique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le Japon avait construit un aérodrome sur Guadalcanal qui menaçait les routes maritimes entre les États-Unis et l'Australie. Donc il y a eu la première offensive terrestre majeure des États-Unis contre le Japon, un an après l'attaque de Pearl Harbor qui faisait que le Japon était en position dominante. Donc il y a eu une guerre d'usure, le Japon s'épuise et se retire. Et donc les États-Unis commencent à reprendre île par île l'archipel. Donc c'était la stratégie de island hopping. C'est donc un tournant car l'équilibre bascule durablement en faveur des États-Unis. Aujourd'hui, leur importance géopolitique a fortement augmenté en raison de la rivalité entre les grandes puissances comme la Chine et les États-Unis, notamment depuis que le pays a rompu en 2019 ses relations diplomatiques avec Taïwan au profit de la Chine. Donc on revient un peu à ce que Tristan disait. Et après, elle a signé en 2022 un accord de sécurité avec la Chine. Cette évolution a suscité l'inquiétude des États-Unis et de l'Australie parce qu'ils redoutent du coup une présence militaire dans la zone et surtout parce que la Chine peut potentiellement non seulement contrôler les routes maritimes et influencer le Pacifique insulaire. Les îles Salomon restent en plus un état fragile marqué par des tensions ethniques et politiques récurrentes, notamment entre Guadalcanal et Malaita. C'est des tensions qui viennent en partie des migrations internes depuis la période coloniale, qui ont créé des inégalités d'accès aux terres et aux ressources, des déséquilibres économiques et aussi un sentiment de marginalisation chez certaines communautés locales. Tout ça a conduit à des conflits violents, des affrontements entre les milices, des déplacements de population et l'affaiblissement de l'État, qui a donc nécessité une intervention régionale du Forum des îles du Pacifique. L'économie reste encore dépendante des ressources naturelles comme le bois et la pêche et de l'aide internationale. Donc malgré un retour à la stabilisation, des crises persistent comme les émeutes qu'il y a eu il y a quelques années liées à des tensions politiques et géopolitiques, encore une fois concernant le rapprochement diplomatique avec la Chine, auquel certaines provinces restent aujourd'hui très opposées. En plus de ça, s'ajoutent des défis majeurs liés au changement climatique avec la montée du niveau de la mer qui menace certaines îles basses. Mais malgré leur taille modeste, les îles Salomon se trouvent aujourd'hui au croisement d'enjeux géographiques, historiques et géopolitiques majeurs qui illustrent le rôle croissant du Pacifique insulaire encore dans les enjeux internationaux contemporains. Merci beaucoup Kimia. Jao et Tristan, vous connaissiez les îles Salomon ?
De nom, mais Ouais. je pense pas plus. Ouais. Pareil, franchement, parce j'aurais que pas dire. je suis intéressé à la géographie, mais Mhm. vraiment en détail, pas du tout. Et on se rend compte que même les îles méconnues sont le terrain oui. d'affrontement géopolitique Mais oui. et diplomatique. Et souvent entre les mêmes acteurs d'ailleurs. Ouais, Oui, c'est ça. souvent c'est toujours ça. là. eux. Et en plus, sur le plan historique, au-delà de ce qui peut se passer dans l'actualité mondiale, ça a été une bataille décisive Mais oui. dans la bataille du Pacifique, enfin, la guerre du Pacifique en 42, et ça a changé la dynamique de la Seconde Guerre mondiale. Où En au fonction début, des puissances, quoi. Voilà. Moi, quand j'ai fait mes recherches, pour moi, bon, on va pas non plus dire qu'on va être dans une troisième guerre mondiale, mais c'est des infos qui me paraissent pas actuelles, mais qui font le lien avec l'actualité. On se dit, bon, bah, ça peut très bien basculer très très vite par rapport aux enjeux stratégiques, géopolitiques, diplomatiques, etc. Ouais, c'est clair qu'il y a un parallèle. Oui, C'est voilà. Partout où on regarde, Mhm. c'est comme. L'histoire se répète, Ouais, mais d'une exactement. autre On a manière. l'impression que c'est cyclique, quoi. C'est Ouais. assez fou. c'est vrai. Ouais, ouais. Et peut-être que, et je l'espère pas, hein, Ah non. mais que ce Non, sera le non, terrain non. d'un nouvel affrontement. Et juste pour faire un petit lien, tu as parlé des conséquences écologiques Oui. avec la montée des eaux, etc. C'est vrai que les îles dans le Pacifique, elles sont très sujettes à ça. Ça me fait penser aux Tuvalu qui sont Oui. également Mhm. en risque de disparition, même condamnés complètement. Mhm. Tu as dit que c'était quand même une des îles qui sont un peu montagneuses, donc il y a encore un peu de l'espoir. Ouais. Mais mine de rien, si même on a des intérêts pour la guerre là-bas, s'il n'y a plus d'îles au bout d'un moment, ça mais va oui. être un peu problématique. quoi. Et Non. c'est. Pardon, excuse-moi. Non, vas-y, j'allais juste ajouter montagneuse, en plus avec une grosse activité sismique. Ouais, en Ça plus, aussi, ça s'aide pas. Et on voit qu'elle est plutôt méconnue, cette île, mais qu'elle abrite des éléments historiques. Donc avec la bataille de Mhm. Guadalcanal, c'est aussi le terrain d'affrontement actuellement entre la Chine et les États-Unis. C'est aussi au cœur d'enjeux climatiques qui sont inhérents à notre époque. Donc on voit que c'est une île à laquelle il faut s'intéresser. Tu vois, il y a un truc que je voulais rajouter, parce que j'ai fait une recherche juste au même moment. Avec plaisir. Je me posais la question, parce qu'on parle souvent des pays où il y a le plus de visiteurs. Du coup, je me suis posé la question inverse. Mais quels sont les pays où vraiment les moins visités du monde, genre où il y a le moins de touristes? Et par exemple, les îles Salomon arrivent en 14e position. En vrai, Oui. tu vois, ça fait partie. Ouais, Vraiment, personne qui mais va, je pense que c'est pour ça Ouais. aussi qu'on les connaît moins. Par exemple, Tahiti, tout le monde connaît Oui, Tahiti. tu ouais, vois. ouais, ouais. Parce que je pense qu'il y a des gens à l'appel qui y vont. Je crois qu'une fois, t'as prononcé, je sais plus qui a parlé de Tuvalu, Mhm. c'est toi? Tuvalu, par exemple, je crois que c'est. Je l'ai vu passer, je crois que ça doit être dans le top 10, tu vois. Mhm. Ouais, c'est ça. Donc, mais je pense que le manque de touristes, il fait beaucoup aussi, tu Mhm. vois. Le fait qu'on y pense peu, tu vois. C'est sûr. Parce que les touristes sont aussi là pour faire l'attractivité Vivre. du pays. Oui, Vivre oui, le pays, oui. bien Faire vivre le pays et en faire parler dans le monde entier. Mais il y a aussi une question de préservation. Donc Bien sûr. tant mieux aussi pour ça. Ouais. Oui, sûr, bien tant sûr, mieux, bien et- sûr. Oui, parce que Ah, oui. ces îles-là, elles sont souvent sujettes à du surtourisme. Mhm. Quand Mhm. c'est un petit peu de tourisme là-bas, c'est du surtourisme. Ouais. Donc Mhm. il y a cette Oui. volonté-là aussi Ouais, de ne pas je vouloir accueillir trop de touristes. Et c'est resté discret comme ça, mais bon, ça marche pas, puisqu'apparemment, il y a quand même des acteurs qui sont intéressés Eh oui. pour aller faire Mais la guerre pas des là-bas, donc- touristes. Mais pas des touristes, Mais un peu c'est plus pas des dangereux. touristes. En tout cas, merci beaucoup d'avoir participé à ce nouvel épisode de Zone Grise. Tristan, Kimia, Jao, toujours là. Et on se Toujours. retrouvera la semaine prochaine pour un nouvel hors-série. Ce sera le 3e, sûrement le dernier de l'année. Donc on sera tous là la semaine prochaine. Merci beaucoup et bonne soirée à vous. Merci Bonne beaucoup, soirée, bonne soirée. merci. Au revoir.